Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette animation qui consiste à donner la parole à des copropriétaires engagés dans un chantier de rénovation énergétique. En l'occurrence, on va bénéficier du témoignage de la copropriété Les Alpes 4, une copropriété basée sur la ville de Grenoble. Avant de démarrer, petite précision logistique, on a coupé volontairement les micros de chaque participant pour la bonne tenue de la présentation. Dans la mesure où l'idée c'est de partager l'expérience, vous avez bien évidemment la possibilité de poser des questions. Sur votre écran au bas, vous avez un petit onglet avec une bulle de conversation appelée Converser. Donc, on vous invite à poser toutes vos questions directement via le chat et nous nous occuperons de relayer les questions à destination des intervenants. Donc, en parlant d'intervenants, justement, on tient à remercier Fanny Poinceau, qui est chef de projet aménagement urbain, projets transversaux pour la ville de Grenoble, qui ne devrait plus tarder maintenant. Géraldine Cara, qui est la présidente du conseil syndical des Alpins 4. Monsieur Bilan de la société Bilan Architecture, qui est le maître d'œuvre, qui a été mandaté par la copropriété des Alpins 4. Et puis également Julie Alerme, qui est la responsable du service copropriété de Solia, qui est le deuxième opérateur du dispositif Murmure. Et donc, on vous propose cette animation par nos services, donc en l'occurrence Cyril Courte et moi-même, Maxence Guillemin, qui travaillons à l'ALEC dans le cadre du dispositif Murmure pour accompagner les copropriétés dans leur réflexion. Alors, je crois avoir tout dit. Évidemment, la visio est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la reconsulter par la suite. On vous fera suivre le lien ainsi que la présentation. Donc, si vous rencontrez des soucis de connexion, pas d'inquiétude, vous aurez la possibilité de revisionner la présentation dans son intégralité. Alors, Madame Poinceau est arrivée, super. Ok. Avant qu'on démarre, Madame Poinceau, peut-être que vous voulez dire un petit mot sur la ZAC Flaubert. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Bonjour, Fanny Poinceau de la ville de Grenoble, direction de l'aménagement. On a souhaité aujourd'hui que l'ALEC puisse organiser cet échange sur le secteur de la ZAC de Flaubert, l'opération d'aménagement Flaubert, parce qu'il nous a semblé que du coup, on regarde un certain nombre d'études qu'on a réalisées, il y avait un certain nombre de copropriétés qui pourraient être intéressées par ce type de dispositif. Voilà, aujourd'hui, au niveau de l'aménagement, on a une opération qui a été déléguée à notre concessionnaire, la SPL Sagesse, pour la réalisation d'un écoquartier sur le secteur de Flaubert, mais plutôt secteur côté avenue Marcelin Berthelot. Et donc, vous l'avez certainement constaté, mais on est dans un secteur qui est en travaux aujourd'hui pour la réalisation de logements neufs. Il n'en reste pas moins que ce logement neuf cohabite avec du logement existant et que du coup, il y a un travail partenarial à réaliser sur la réhabilitation du bâti existant. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle on avait sollicité l'ALEC pour vous présenter un peu plus dans le détail le dispositif Murmure. Bien, merci. Rapidement, un petit sommaire qu'on vous propose pour cette soirée. Ça va se dérouler en 3 temps. Le premier, on va approfondir la situation initiale de la copropriété, ce qui les a menés à la réflexion, le fil de la réflexion collective. On va voir quels ont été les travaux réalisés et qui sont en cours de réalisation également. On va bénéficier donc du témoignage d'un membre du conseil syndical, dans l'occurrence Madame Cara, comme je le signalais, et du maître d'œuvre, Monsieur Bilan. On regardera aussi les impacts du dispositif Murmure sur les copropriétés déjà rénovées, donc la deuxième partie qui consiste à partager leur retour d'expérience à l'occasion d'études qu'on a pu faire. Et puis, on développera de façon un peu plus précise le parcours d'accompagnement proposé aux copropriétés dans le cadre de Murmure. Et encore une fois, l'idée aussi, c'est que vous ayez la possibilité de poser des questions. Donc, on a souligné le fait qu'il y avait aussi un temps d'échange et la réponse aux questions. Alors,
avant de débuter, donc, on va quand même se présenter, nous, l'ALEC. Historiquement, on est une association qui a été créée en 1998 à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole. Et puis après, on a transformé de statut juridique en SPL, en Société publique locale, récemment. On est une société publique locale donc d'une trentaine de collaborateurs, une ALEC qui est assez importante finalement, puisque bon, les ALEC, il y en a un peu partout en France, on est la deuxième plus grosse de France. Et depuis 2019, on est l'animateur du service public de l'efficacité énergétique, qui consiste à agir et à conseiller surtout de façon neutre et indépendante sur toutes les thématiques des économies d'énergie, du développement des énergies renouvelables et du changement climatique. Ce service de conseil est proposé à destination des particuliers, des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics, tous les acteurs susceptibles d'être dans cette mouvance. Voilà. Et donc, la copropriété des Alpins 4. On va voir déjà dans un premier temps, avant de parler des travaux en cours de réalisation et déjà réalisés, on va faire un petit état des lieux de la situation initiale pour que vous ayez une vision globale du contexte. On est sur une copropriété donc, qui est de taille assez conséquente quand même. On a 114 logements. La copropriété, vous le voyez, est en forme d'étoile. Donc, vous voyez la vue aérienne en haut à droite de votre écran. Et finalement, on a 4 montées. On est sur un seul bâtiment de 11 niveaux. Le chauffage est collectif. La copropriété a été raccordée au réseau de chaleur urbain il y a quelques années, tandis que l'eau chaude sanitaire elle est gérée de façon individuelle avec l'électricité. Alors, la copropriété datant des années 60, il y a eu quelques travaux de réfection, mais pas de travaux de rénovation énergétique. On a la dernière réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse qui datait de 1990. A priori, il n'y avait aucune isolation. Les façades, le dernier avalement de façade a été effectué en 92, pareil, sans mise en œuvre d'isolant. Et ensuite, il y avait le plancher bas sur les caves, donc les caves que vous voyez sur la photo du milieu ici, donc qui n'étaient pas non plus isolés. On ne voit pas l'écran. Mon écran. D'accord. Alors, c'est bizarre parce que moi, je le vois. Moi aussi, je vois tout. Tout le monde le voit? Oui. D'accord, ok. En fait, il faut passer en affichage standard, en haut à droite, dans les options d'affichage. C'est bon. Ok. Ensuite, en ce qui concerne les menuiseries, donc en copropriété, on a soit les menuiseries des parties communes, soit les menuiseries des parties privatives. En ce qui concerne les menuiseries des parties communes, il y avait des défauts d'étanchéité à l'air. On était sur des menuiseries en simple vitrage. Et les menuiseries des parties privatives, ça, c'est propre à chacun. Donc, on était sur un ratio de l'ordre de 30% en simple vitrage et 70% qui avait déjà été remplacé. Au niveau de la ventilation, on était sur une ventilation qui était naturelle, pièce par pièce. Donc, une copropriété type des années 60 avec un potentiel de rénovation énergétique assez important. Alors, on va laisser la parole à Madame Cara pour nous expliquer un petit peu le déroulé de la réflexion. Donc, Madame Cara, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les travaux qui ont été votés et qui sont en cours actuellement, globalement? D'accord. Bonsoir à tous. En fait, pour revenir à l'origine du projet, on commençait à avoir des soucis au niveau de la toiture avec des infiltrations et puis des infiltrations sur les conduites d'eau pluviale aussi. Donc, qui partaient de la toiture, qui passaient à l'intérieur des logements dans ce qu'on appelle, nous, des logias. Le dernier avalement de façade datait de 1990, donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'avait pas été fait. À l'époque, le ravalement de façade a été payé en francs. Donc, quand je reprends l'historique, ça fait un peu bizarre. Il fallait que je fasse des conversions pour avoir des ordres de grandeur. Voilà. Quand on a fait la phase étude, ce qui était important dans le déroulé du projet, c'est que moi, j'avais déjà l'expérience d'un premier bouquet Murmure 1 sur une autre copro, là où j'étais avant.
Et donc, du coup, l'ancien président du conseil syndical m'avait demandé conseil pour engager le programme Murmure 1, et sauf que c'était trop tard au moment où il me l'a demandé. Ça allait se fermer. Donc, du coup, dès que Murmure 2 s'est enclenché, on a fait acte de candidature avec le conseil syndical. Et ensuite, on s'est posé plein de questions sur quel type de bouquet est-ce qu'on visait, ces choses-là. C'est pour ça que M. Bilan, quand on a demandé des devis pour les maîtres d'œuvre, on a surtout demandé à ce qu'il fasse un cahier des charges à tiroir. Il pourra vous expliquer à quoi ça correspond, mais ça permet de chiffrer l'ensemble des possibilités sans faire d'isolation, avec différents types d'isolation et différents bouquets, ce qui permet aux copropriétaires, et ça c'était important pour le conseil syndical, d'avoir une vue globale sans avoir à l'esprit qu'on ait raté quelque chose. Voilà, et l'intérêt aussi de l'accompagnement Murmure, c'est effectivement les aides qui sont accompagnées de cette démarche. Et le gros soutien dans ce cadre-là, c'est Solia, qui est représentée, je crois, par Madame Malherbe ce soir, et qui fait toute une démarche avec des ateliers et avec une restitution avant le vote des travaux. Et ça, vous en reparlerez, je pense, après dans le déroulé de la démarche. Mais c'est hyper important parce qu'il faut que le temps se passe entre le moment où les gens ont l'information avec des données chiffrées précises et le moment où ils vont décider de voter oui ou non sur ces travaux-là. Et ça a été bénéfique puisqu'on a voté les travaux à 61% des tantièmes. Et on avait beaucoup de monde, donc il y a eu beaucoup de débats au début avant le vote des travaux. Et ça a été plutôt très majoritaire sur le bénéfice apporté par ces travaux-là. Merci. Monsieur Bilan, du coup, vous voulez peut-être expliquer ce qu'est une offre à tiroir rapidement? Alors, quand on fait un dossier d'études, bonsoir à tout le monde d'abord, quand on fait un dossier d'études pour ces copropriétés, moi j'ai l'habitude de mettre le maximum de choses dans le CCAP, et comme ça, quand on consulte les entreprises, on a toutes les solutions qui sont revenues avec une offre chiffrée. C'est-à-dire qu'après, par l'intermédiaire de tableaux récapitulatifs, on arrive à répondre à toutes les questions que se posent les copropriétaires. Combien ça coûte si on change les portes? Combien ça coûte si on met un isolant comme ci ou comme ça? Voilà, on répond vraiment à tout l'éventail des questionnements. Donc, on ne laisse rien de côté et toute prestation a un chiffre qui va en face. Et donc, après, les copropriétaires, par rapport aux choix qui peuvent se faire, ils prennent ou ils ne prennent pas. Dans la mesure de Murmure, il y a des choses obligatoires à prendre, mais de temps en temps, il y a des questionnements sur des choses en plus. Donc, il faut que les gens sachent combien ça coûte si on fait ça en plus. Voilà. Et après, ils font leur choix et c'est ce qui est présenté après à l'AG au niveau du vote. Voilà. Donc, a priori, ça marche bien parce que sur chaque copro, on procède comme ça et on a toujours des retours positifs. Voilà. Merci. Donc, on va vous proposer plusieurs clichés que vous pourrez commenter, Madame Cara, et puis on reprendra effectivement de façon un peu plus détaillée le dispositif Murmure. L'idée, c'est aussi que les bénéficiaires de cette animation puissent voir un petit peu à quoi ressemble un chantier de rénovation énergétique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les travaux qui ont été votés Alors là, ce qu'on voit à l'image, en fait, ce sont les portes des parties communes, donc dans la cage d'escalier. Ce que vous avez à gauche, c'est les anciennes portes, qui étaient des portes bois, avec un simple vitrage un peu opacifié, mais très qui laissait passer l'air, puisque derrière cette porte, en fait, on a un local vide-ordures qui est ouvert, qui est à l'abri de la pluie, mais qui est ouvert aux températures extérieures. Donc tout le froid passait sous la porte. Voilà, le vitrage était très froid, très inconfortable quand on passait dans la cage d'escalier. Et quand on a changé quasiment dès le début des travaux les portes, donc les nouvelles portes qui sont en PVC double vitrage, on a voulu garder un soufflet qui est en haut, qui permet de ventiler sans laisser pour autant la porte ouverte.
Voilà, ce soufflet-là, et avec un ferme-porte automatique pour éviter que les gens laissent les portes ouvertes, notamment quand c'est en hiver et qu'on ne souhaite pas qu'il y ait d'aération excessive. Voilà, ça c'était important, ce vitrage-là était important pour nous, tout simplement parce que ça évite d'allumer tout le temps la lumière en journée dans la cage d'escalier. Et je pense que les gens sont sensibilisés à ça, au fait que les économies d'énergie, ça passe aussi par le fait de ne pas allumer tout le temps la lumière quand on passe, quoi. Après, on a eu la réfection des balcons. Voilà, donc les balcons, les anciens balcons, on va dire les anciens garde-corps étaient vétustes, c'est-à-dire que ils avaient une armature en métal, hein, en acier, mais par contre, le parvis, ce qu'aujourd'hui est une partie vitrée, c'était une partie en plastique, en plexiglas, marron. Donc pas très heureux, pas très joli, mais c'est surtout qu'il avait beaucoup vieilli et que du coup, à chaque fois qu'il y avait du vent, les joints qui le maintenaient faisaient qu'il vibrait. Donc en fond de balcon, ça peut-être que M. Bilan pourrait le dire, mais on met un isolant qui est moins épais. Voilà. En fond de balcon, on peut se permettre de mettre un isolant qui s'appelle du PSE graphité, donc qui est gris, qui a une bonne correspondance avec la valeur du R. Et par contre, il fait une dizaine de centimètres. Voilà, c'est suffisant pour mettre ça en fond de balcon. C'est conforme à ce que demande l'ALEC au niveau du référentiel murmure. Et ça permet donc de moins prendre de place sur le balcon et quand même d'avoir une paroi isolée. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les balcons, avant, ils étaient fixés à la verticale. Voilà, on voit la fixation du balcon qui a été faite, on appelle ça à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on fixe le balcon avec des pattes et ça permet d'avoir le garde-corps en débord sur l'extérieur. Donc, on perd le moins de place possible à l'intérieur du balcon. Donc, les gens sont plutôt contents parce qu'on ne vient pas leur rogner de la place. Voilà. C'est ça. En gros, les 10 cm qu'on a perdus en fond de balcon, on les regagne en déplaçant le garde-corps, en changeant de fixation. Voilà. Avec la fixation à l'anglaise, là, voilà. Voilà. Et si vous revenez sur la diapo précédente, ce qu'on voit, le tracé, donc là, l'isolant sur la photo du milieu, l'isolant a été enduit avec un double entoilage qui renforce la protection, hein, de l'isolant. Mais ce qu'on voit, les traces noires, c'est le début d'étanchéité de traitement du sol du balcon. Voilà. Qu'on voit fini à droite, hein, on va appeler ça une résine pour faire plus simple. Donc là, on le voit fini avec sa petite plainte en remontée. Et là, on le voit au début du traitement. Là. Voilà. Sur la diapo du milieu. Après, il y a eu le remplissage des allèges, puisqu'on va le voir aussi sur les photos suivantes. La façade avait des renfoncements. Voilà. Il y avait Exactement. beaucoup de parties en saillie, des corniches. Voilà. Et donc, on a rapporté un panneau en CTBX, donc qui est stable dans le temps, stable à l'humidité. Et ça nous a permis d'isoler les allèges en dessous des fenêtres. Hein, c'est la partie qui est en dessous des fenêtres que vous voyez là. Et surtout, ne pas aller les agresser mécaniquement, parce qu'elles sont d'abord très faibles en épaisseur et elles ont de l'amiante. Voilà. Donc, ça nous a permis de ne pas les agresser, de rester à l'extérieur et de quand même avoir l'isolant qui nous intéressait. Voilà, sous les fenêtres, en fait, on a cette plaque-là qui était historiquement à la construction, qui faisait même pas 2 cm d'épaisseur. Voilà. Et du coup, dès qu'on s'approchait des fenêtres, même si on avait changé les fenêtres individuellement, on pouvait juste mettre une plaque sous la fenêtre à l'intérieur, mais on sentait quand même le froid passer. À partir du moment où ils ont mis ces coffrages pour venir récupérer le filant de la façade et mis de l'isolant dans les cases en bois qu'on voit un peu sur la photo de droite, on avait un ressenti qui était complètement différent. Vraiment plus de sensation de froid au toucher de la paroi. C'était beaucoup, beaucoup plus confortable. On voit la façade finie du coup.
Ouais, à droite, on voit la façade finie. Alors, cette diapo, elle illustre bien, notamment sur ce qu'on voit sur la photo de gauche. On avait un gros problème de pigeons. C'est-à-dire que comme la façade avait des espèces de corniches qui faisaient tout le long, les pigeons se baladaient de part et d'autre de la façade. Et à chaque fois qu'ils pouvaient aller nicher quelque part, notamment derrière ces claires-voies qui donnent sur les loggias, ce qu'on appelait avant des séchoirs, c'était des parties qui étaient classiquement très ouvertes dans l'utilisation avant des logements, eh bien, ils venaient nicher là, parce que des personnes avaient condamné leur séchoir, leur loggia, mais avaient laissé de l'espace derrière. Donc, ils venaient s'installer et donc ils salissaient. Et ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, le façadier, il ne comprenait pas, je pense, que pourquoi est-ce que j'insistais pour mettre des filets anti-pigeons. Et à partir du moment où ces ouvriers lui ont dit, mais nous, on a traité là ce qu'on voit en terre cuite sur la photo de gauche, c'est le traitement qui a été fait par le façadier, mais les pigeons se sont réinstallés et donc ils sont venus redégrader le travail. Donc avant de mettre les filets anti-pigeons, ils ont été obligés de refaire un travail qu'ils avaient déjà fait. Et le façadier nous a dit qu'il était au final content parce que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait et qu'ils ont très très bien posé. Et du coup, ça rend hyper bien parce que depuis l'extérieur, on ne vous remarque pas qu'il y a des filets anti-pigeons. Et puis, il y a eu le travail sur la ventilation également. Oui, tout à fait, qui n'est pas terminé encore. Donc là, pour le coup, on a un maître d'œuvre spécifique pour le volet ventilation. Sachant qu'on a choisi une entreprise qui n'est pas sur la région, mais qui a l'habitude de traiter ce type de travaux, tout simplement parce qu'il faut aller chez chaque personne. Donc, il y a tout un calendrier, toute une prise de rendez-vous, rentrer chez les gens. C'est une logistique très particulière. Et donc, nous, on a préféré prendre une entreprise qui a de l'expérience sur ce type de prestation, puisque c'est quand même très contraignant pour les personnes. Et puis, l'installation est faite de façon un peu optimisée à chaque logement, tout simplement parce que comme le bâtiment date des années 1962, eh bien, au fur et à mesure des ventes, des passations de propriétaires, il y a possiblement des aménagements qui ont différé entre chaque passage et chaque logement peut avoir des particularités. Et donc là, en toiture, l'installation a été faite en même temps avec un câblage électrique au tableau de chaque montée et avec un témoin d'alerte éventuellement, c'est-à-dire que s'il y a un défaut sur la ventilation, on n'est pas obligé de monter en toiture pour aller vérifier. Il y a un témoin qui est dans le hall de chaque montée pour dire s'il y a un problème et du coup de contacter le prestataire qui est chargé de l'entretien. Donc là, on voit bien les finitions du travail qui a été fait en toiture. Donc, on voit bien les relevés d'étanchéité, les solins qui protègent le relevé en partie périphérique ici. Et on voit que le chapeau des hélicules a bien été isolé. On voit le bandeau, on voit l'épaisseur totale. Donc, on a vraiment fait un travail de qualité. Donc, il nous reste à changer les châssis de ces hélicules là. Donc, ça va se faire un peu plus tard. Les fenêtres ouvrantes qu'on voit juste en dessous, qui restent en marron, là, voilà. Donc, ça, c'est tout pourri, ça va être changé, ça. Voilà, d'accord. Sinon, on voit bien le gravier qui a été remis. Voilà, on voit que les édicules ont été traités. Tout a été passé au peigne fin. Voilà, la copro, elle est repartie pour 30 ans. Là. Alors, je vois une question sur le chat. Oui, les conduits de ventilation, en fait, ils n'ont pas été nettoyés. Ils ont passé un espèce de hérisson à l'intérieur, parce qu'après, il faut de toute façon qu'ils fassent des trous pour venir fixer les conduits de ventilation. On voit 2 carrés sur chaque côté de la cheminée, là. En fait, ils viennent se fixer là-dessus, voilà, exactement. Et donc, avant, ils essayent pas de ramoner complètement, mais je pense qu'ils ont passé un type hérisson. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait plein de prospection avant. On a fait un passage caméra pour vérifier le fonctionnement. Donc ça, c'était dans toute la phase d'étude. Et puis, on avait fait aussi passer un passage caméra dans notre descente d'eau pluviale. Et c'est là où on a vu que
le traitement était quasiment pas possible parce que les conduites étaient en fibrociment et que c'était plus simple de les dévoyer en façade que d'aller traiter ces colonnes-là dans chaque logement. Alors, on a pas mal déjà de questions, donc on va peut-être anticiper et poser relayer quelques questions qui ont déjà été posées. Cyrielle, qu'est-ce qu'on a comme interrogation? Alors, on a comme interrogation, pourquoi pas de BMC double flux? Peut-être que je peux laisser M. Bilan répondre. Et il y avait deux autres questions. Quelles sont les valeurs des résistances thermiques? Et quel est l'isolant sous le CTBX dessous la fenêtre? Alors, M. Bilan ne pourra pas forcément répondre parce que c'est un autre maître d'œuvre qui a fait le volet ventilation. Mais en fait, pourquoi pas de double flux? Parce qu'en fait, on réutilise les conduits existants, alors qu'avec un double flux, on n'aurait pas eu assez de place, il me semble, quand on avait évoqué cette situation-là. Et donc, on a choisi de faire plutôt une hygro basse pression avec des bouches, avec un passage dans toutes les pièces. Il y a un atelier que M. Guillemin avait animé qui explique très bien le fonctionnement de cette ventilation-là et qui est très intéressant aussi. Et en fin de compte, si on devait être synthétique, pourquoi pas une ventilation double flux? La ventilation double flux, c'est le top du top, effectivement, mais dans ce type de copropriétés qui sont en ventilation naturelle, on part de tellement loin en termes de déperdition énergétique que le simple fait de rénover toujours en simple flux, mais en hygro-réglable, donc le débit d'extraction varie en fonction du besoin des occupations de la pièce, suffit à avoir une qualité d'air intérieur correcte et un bon compromis pour éviter d'avoir un surcoût important. Voilà. C'est le meilleur rapport qualité-prix de la ventilation. Alors, on avait une autre question sur la résistance thermique, je crois. La valeur du R, donc quand on parle du R, comme l'a fait M. Bilan, on parle de la résistance thermique, c'est ce qui caractérise l'efficacité d'un isolant mis en œuvre. Monsieur Bilan, la valeur du R, elle était de combien sur les fonds de balcon et sur les murs d'ailleurs? Alors, sur les murs, elle est supérieure à 5 et sur les fonds de balcon, elle doit être de mémoire de 3,90. Voilà, de mémoire. En sachant que la norme aujourd'hui pour être éligible aux aides financières est de 3,7 à minima, mais on y viendra tout à l'heure. Pour ce qui est du dispositif mur-mur, il y a des bouquets de travaux à respecter et donc un référentiel technique à respecter. Et le R minimum, dans le cadre de mur-mur attendu, est de 5. Voilà, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà. En toiture, on a 6, on a supérieur à 6. Je vois une question de M. Gilbert. Alors, je ne saurais pas prononcer correctement son nom, donc je vais m'abstenir. Comment est-ce qu'on a fait pour que les travaux soient considérés comme une plus-value? Je crois que la phase d'atelier a joué une grande part dans cette vision des travaux-là. C'est d'ailleurs lors de ces ateliers que le problème des pigeons est ressorti de façon très collégiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un vent d'une autre copropriété qui avait en partie fait mur-mur 1 pour une partie des bâtiments. Mais en fonction du quartier où vous habitez, nous, on est parti du principe que, on allait faire des économies sur les factures de chauffage. Monsieur Guillemin pourra donner des exemples. On valorise un patrimoine qui date des années 1960, c'est-à-dire qu'on le remet un petit peu en avant sur le marché par rapport à du neuf qui est actuellement en BBC et que du coup, en termes de revente, ne serait-ce que de revente simple, sans parler de plus-value pécuniaire, mais de revente simple, ce sera plus évident. Et puis de confort de vie. Depuis que moi, j'ai une face qui était isolée, rien que cet été, j'ai senti la différence. Tout simplement parce que la chaleur qui tapait, parce que je suis orientée sud-est, nord-ouest un peu, et donc du coup, quand l'été ça tape côté sud, c'est très, ça faisait très four avant, et ça le fait beaucoup moins maintenant. Voilà. Et les propriétaires qui sont au 10e étage
nous ont déjà dit ressentir une différence parce que l'un des premiers travaux qui était fini, c'était la toiture et l'isolation de la toiture. Merci. Alors ensuite, on voit des vues un peu plus macro. Là, en l'occurrence, l'échafaudage est déjà monté. On est en train de ravaler la façade, Monsieur Vian, c'est ça? Oui, voilà. Donc, on voit l'échafaudage, le pignon, le premier pignon qui a été fait dans la photo de gauche. Là, voilà. Ouais. Donc, c'est le premier pignon. On a attaqué par là. Après, on est avancé sur le côté droit, donc côté est, soleil levant. Et on avait donc prévu de rester tout le temps au niveau de la façade qui était travaillée avec l'échafaudage, avec un soleil qui tapait dessus. Mais le Covid est passé par là et ça nous a bloqué en même temps les travaux. Et on s'est retrouvé donc maintenant en hiver, une partie, on ne voit pas beaucoup le soleil. Donc là, ce n'est pas très agréable à travailler pour les gars qui sont là-bas. Mais voilà, c'était déjà embarqué, on a été bloqué en plein milieu. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi, si vous revenez juste, Monsieur Guillemin, ce qu'on peut voir aussi, c'est les, c'est les bandes filantes de laine de roche qui ont leur fonction coupe-feu. On va les voir sur la slide suivante, ouais, tout à fait. Ouais. Et les plots de fixation, donc il y a une partie qui est de travaux qui est quand même bruyante. On les voit ici, voilà. Ouais. Il y a une partie de travaux qui est quand même bruyante, mais c'est peu de temps. Ils essayent de centrer sur des heures qui dérangent le moins les gens quand ils font ces percements pour fixer l'isolant en façade. Et puis, il y a une partie de nettoyage de la façade avant qui peut, il faut tout calfeutrer, il faut fermer. Si vous avez des bouches de ventilation sur l'extérieur, il faut les fermer, sinon vous allez avoir de l'eau dans votre logement, c'est un peu moyen. Mais c'est nécessaire pour faire un travail propre et pour l'instant, on n'a rien eu à redire sur le travail qui a été fait. Oui, le chantier est très propre, ça on peut le dire, c'est pas tout le temps le cas. Là, le chantier se passe très bien, il est bien tenu et très propre. Voilà. Donc là, on voit le pignon qui est rénové, qui est isolé, tandis qu'ici, on le voit qu'il n'est pas encore isolé. Alors, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même. C'est pas le même, mais il avait le même aspect, effectivement. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, une question, les encadrements de fenêtres ont-ils été isolés et si oui, avec quelle épaisseur? Vous parlez des tableaux de fenêtres, les côtés? Non, ça faisait partie d'une dérogation parce qu'on avait des volets qui étaient en accordéon et donc on ne pouvait pas le faire. Ça représentait un surcoût trop important, vous voulez dire? Voilà, on les voit les volets là sur la photo de gauche. On voit des volets roulants qui ont été remplacés, mais on voit aussi les volets que les gens, voilà l'étage d'en dessus, que les gens avaient initialement dans la copro, ou en dessous, voilà. Donc, à partir du moment où les gens avaient déjà des volets roulants, on se voyait mal leur dire il faut enlever vos volets roulants pour réduire la largeur. C'était un peu compliqué. Donc, on a eu une dérogation pour ça. Voilà. Oui. Et ici, sur cette photo qu'on voit là, on voit justement la fibre de roche qui se trouve au premier étage pour éviter les départs de feu, c'est pour limiter les risques incendie. C'est ça? Voilà. Exactement. Et c'est ce que vous expliquez, Madame Cara, tout à l'heure. On a ces bandes coupe-feu, d'ailleurs on le voit ici, à chaque étage, pour éviter que le feu ne se propage en cas d'incendie. Exactement. C'est la norme. C'est la norme. Donc, sur la petite photo en haut à droite, vous voyez l'échantillon qui a été posé avant qu'on valide le choix des balcons, des garde-corps. Et on voit derrière l'aspect des anciens balcons. Voilà. On voit l'ancien garde-corps. Voilà, c'est ça, l'ancien garde-corps. Et ce qu'on voit en dessous, c'est les échantillons de couleurs. Alors, pourquoi il y a 2 échantillons? On a, pour impliquer les gens dans le projet, en cours de projet, moi, j'ai un peu insisté auprès de la mairie de Grenoble pour qu'on nous valide 2 palettes de couleurs. Pourquoi 2 palettes? C'est pour qu'ensuite, les copropriétaires puissent voter et donc se sentent impliqués dans la tenue du chantier et dans le suivi. Voilà, et ça a plutôt bien marché. Alors, tout le monde n'a pas voté, mais parce que
De certains, il n'y avait pas d'avis, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de voter. D'autres ont donné leur préférence et ça s'est plutôt très bien passé. Oui. Alors, une question de Monsieur Dubois concernant le déphasage thermique. La question du déphasage thermique n'a pas été prise en compte. Il posait la question également du polystyrène. Est-ce que ce matériau permet un déphasage thermique ou pas? Alors, qu'est-ce que vous appelez déphasage thermique? Traduisez-moi là. C'est le temps que met la chaleur à traverser l'isolant pour arriver dans le volume de vie. Le déphasage thermique dépend de la densité du matériau isolant. Oui, bah, moi, de mon ressenti en été, oui. C'est clairement le cas de avant-après. Je donne un exemple. Cet été, moi, j'ai un thermomètre extérieur à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, il faisait 37. Je suis en vacances au mois d'août, hein, donc j'ai relevé ces valeurs-là au mois d'août. Donc, extérieur, 37 et intérieur, on arrivait à maintenir en ayant les volets entrebâillés. Alors, sachant que moi, j'ai une installation un peu spéciale, on a autorisé la pose de brise soleil orientable. Ça permet de ne pas être complètement dans le sombre, mais ça évite que le soleil tape sur les fenêtres. Et donc, en ayant ces précautions-là, donc fermer les volets et puis éventuellement mettre d'autres modes de store, on arrivait à maintenir 29 dans l'appartement. Après, on n'a quand même pas beaucoup de choix au niveau du choix des matériaux, hein. On a le PSE blanc, le PSE gris ou la laine de roche. Voilà. Après, dans des immeubles de ce type-là, on ne peut pas s'embarquer à mettre autre chose, hein. Voilà. Il faut des matériaux qui soient validés par le CSTB, qui soient assermis. Voilà, il y a tout un tas de normes auxquelles il faut répondre et on ne peut pas trop s'écarter de ces trois types de matériaux. Voilà. On a raté une question, je crois, sur le délai approximatif à prévoir entre l'info initiale et la décision de s'engager dans Murmure. Oui, en effet, je proposais de garder cette question pour la suite. Ok. C'est pour ça que je ne l'ai pas retranscrite. Pas de souci. Oui, bon, pour finir sur le déphasage, c'est vrai que la réglementation en copropriété est nettement plus stricte qu'en maison individuelle. Je ne sais pas si cette personne parle pour son cas en maison individuelle, mais en maison individuelle, c'est beaucoup plus simple de jouer sur le déphasage avec les matériaux effectivement isolants. En copropriété, on a moins de marge de manœuvre du fait d'une réglementation un petit peu plus stricte, notamment au niveau de la réglementation incendie. Voilà. Ensuite, Monsieur Bilan, vous nous aviez expliqué qu'il y avait eu des infiltrations d'eau sur cette partie en entresol, là, au premier étage, qui est rapportée par rapport à la façade, c'est ça? Voilà. Donc ça, on a une partie qui avant apparemment était une occupation à titre de bureau, hein. Madame Cara pourra certainement… Parce qu'en rez-de-chaussée, ce qu'on voit en rez-de-chaussée, en fait, c'était tous des commerces qui ont été transformés en habitation. Voilà. Donc, on a une petite casquette qui apparaît parce que cette partie-là, cet entresol, il est légèrement sailli et il a fallu quand même regarder l'état qui est là-dessous. Donc, on pouvait à peu près imaginer le conserver, mais avec des travaux de cette envergure, il valait mieux tout refaire correctement. Voilà, on voit le petit débord. Donc, ça, c'est une chape, comment dire, qui existait à l'époque avec une étanchéité dessous. Mais quand on commence à gratter ça, ça part tout, voilà. Donc, on a décidé de le refaire correctement avec une étanchéité qui remonte sur les parois, voilà. Et donc, le traitement en isolation de cet étage, de cet ancien étage bureau, il sera un peu particulier, c'est-à-dire qu'il ne sera pas fait de la même façon que le reste de la façade. Tout simplement parce qu'il y a des panneaux amiantés et une armature qui est moins épaisse. Voilà, tout ce qu'on voit ici, c'est plein de panneaux avec de l'amiante. Donc, on va rapporter dessus une ossature. Et cette ossature primaire, on a une ossature secondaire, donc dans l'autre sens, qui va permettre d'absorber le nouvel isolant et le panneau de finition, qui sera du Thundermax, donc quelque chose de
glacé stable aux UV et à l'eau. Voilà. Donc, il y aura un petit bout de toiture aussi, même matériau qui va habiller tout ça. Et l'ossature qu'on rapporte dessus permet de ne pas venir agresser mécaniquement les parties amiantées. Voilà. Donc, on respecte la réglementation. Et puis après, on avait les travaux sur la toiture terrasse. Donc, voilà, on voit l'acrotère. Voilà, l'acrotère qui a été isolée, qui a été rehaussée et isolée. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas le laisser plus bas, on l'a rehaussé et isolé. Donc, ça lui donne une largeur un peu plus importante qu'il n'avait. Et il a une costière qui le termine, voilà, pour bien emmagasiner l'isolant qui arrive d'en bas et qui vient s'enquiller dessous. Voilà. Donc, on voit sur la photo de droite, hein, ils étaient en train de terminer le chantier, c'est-à-dire que tout l'isolant et toute l'étanchéité étaient terminés. Voilà. Il ne leur restait plus qu'à faire place nette et à poser le reste de gravier comme il y a sur le fond de l'image. On voit les big bags ici qui servent à monter ou à démonter du matériau. Donc, il faut un grutage, hein, il faut une grosse grue qui vienne chercher les big bags ici. On voit le joint de dilatation ici qui a été traité en étanchéité et en isolation. L'étanchéité finale, hein, les laits qui sont soudés à chaud. Voilà, donc là on voit la vue, on voit que c'est l'été qui fait bon. Là c'est déjà moins. Voilà. Pardon. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'installation de chantier. Il faut essayer de réfléchir un maximum à l'avance sur où le préfabriqué de chantier pourra se mettre et où est-ce qu'on pourra stocker du matériau. Ça, c'est important. Nous, on avait un peu d'espace vert et un bout de trottoir qui était sur notre copropriété, donc on ne s'est pas trop posé la question. On a utilisé les espaces qu'on avait et ça convient très bien comme ça parce que c'est à l'abri de la vue depuis la rue, donc on n'a jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Mais ça peut poser question, notamment quand vous êtes en plein centre-ville ou qu'il y a des trottoirs et du coup, il faut demander des autorisations à la ville pour utiliser une partie de voie publique. Ça peut faire des démarches supplémentaires, je pense. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu le chantier dans sa globalité, on a déjà effleuré la question du retour d'expérience. Madame Cara, vous avez souligné le fait que le confort a été nettement amélioré aussi bien en hiver, mais aussi en été. Vous l'avez souligné, 37 degrés à l'extérieur au mois d'août, tandis qu'on arrive à maintenir une température de l'ordre de 27 degrés à l'intérieur à toute heure de la journée. Donc, ça ne semble pas être un delta très significatif, mais en ressenti aussi. Voilà, c'est ça. Quand on le ressent en fin de compte, en été, le 27 degrés paraît beaucoup plus frais que ce qui peut être chaud en hiver. Et puis, vous avez aussi souligné le fait que vous aviez des dessous de fenêtres, donc les allèges, ce dont on parlait tout à l'heure avec le remplissage en ossature bois, oui, qui était nettement moins froid, beaucoup plus confortable. Donc, c'est ça. Mais dès qu'ils ont posé les coffrets bois avec la laine de roche devant et qu'ils ont fermé cette première boîte, on sentait déjà la différence. Donc, il y a eu une réelle amélioration du confort. Oui, tout à fait. Nous, on a essayé de faire le parallèle avec le suivi et les études qu'on a pu mener sur les copropriétés qui ont déjà été rénovées à l'occasion de la première campagne d'isolation Murmure 1, qui s'est déroulée donc de 2010 à 2014. On a suivi certaines copropriétés qui étaient en chauffage collectif. C'est beaucoup plus facile à suivre les consommations énergétiques d'un bâtiment qui est en chauffage collectif plutôt qu'en chauffage individuel. Donc, on vous a mis sur ce graphe un échantillon de 15 copropriétés. Alors, bien évidemment, pour une question de protection des données, on a nommé ces copropriétés par numéro. Mais ce qu'il faut voir en fin de compte, c'est que la barre verte correspond aux consommations initiales, avant travaux, tandis que la barre bleue correspond aux consommations post-travaux. Alors évidemment, l'économie d'énergie, elle est variable d'un bâtiment à un autre, d'une physionomie à une autre, du nombre d'étages, voilà, c'est assez variable. Mais si on faisait une moyenne de ces 15 copropriétés, on arrive à la conclusion que
une rénovation énergétique dans le cadre de Murmure en respectant le référentiel technique, en respectant les bouquets de travaux attendus, ça permet d'arriver à une économie d'énergie de 41%. Donc, pour avoir des ordres de grandeur quand même, aujourd'hui, un bâtiment neuf qui respecte la réglementation thermique doit avoir une consommation énergétique inférieure ou égale à 50 kWh par mètre carré. Donc, en fin de compte, ce qu'on observe, c'est qu'après une rénovation globale, on se rapproche de ce niveau du neuf. Donc, pour aller dans le sens de ce que vous expliquiez, Madame Cara, d'être plus concurrentiel dans un quartier où il y a des bâtiments neufs, on s'en rapproche d'un point de vue performance énergétique. Et donc, on a la moyenne ici à 84 kWh par mètre carré, justement. Donc, on n'est pas très loin des 50. Et puis, ça, c'est sur l'aspect consommation énergétique, c'est un argument. Et puis, si on regarde l'argument sur le confort, on a mené une enquête de satisfaction sur 8 copropriétés. Alors, qu'on a envoyé sous forme de questionnaire. On a eu 77 réponses. Ce n'est pas non plus un échantillon immense, mais ça a le mérite d'exister, ça permet d'avoir quelque chose d'assez fiable. Ce qu'on observe, c'est que le confort en hiver avant travaux, il est globalement mitigé. Il y a quelque chose comme 50% des personnes qui ne sont pas satisfaites, tandis qu'une fois que la copropriété est rénovée, on a 90% de personnes qui disent satisfaites. Et après, ce qui est très intéressant de voir, c'est au niveau du confort d'été. Sur les copropriétés construites entre 1945 et 1975, on est très soumis au surchauffe estival, ce qui est le cas de Grenoble de plus en plus. Donc, on avait 30% de personnes qui se disaient satisfaites du confort d'été. Et une fois le chantier accompli, on a 90% de personnes qui se disent satisfaites. Donc, ça va complètement dans le sens du retour d'expérience dont nous fait bénéficier Madame Cara ce soir. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on fait un petit temps encore de questions-réponses? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on déroule la suite de la présentation? Alors, il y a 2 autres questions, mais qui concernent plutôt l'accompagnement. Du coup, je vous propose qu'on les parcourt un peu plus tardivement. Ok, allez, c'est parti. Maintenant qu'on a vu l'aspect technique, le retour d'expérience, Madame Cara, sur le déroulement du chantier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Comment se déroule le chantier? Comment les copropriétaires vivent-ils le chantier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Alors, les copropriétaires se sont inquiétés un peu parce que avoir un échafaudage devant ses fenêtres, c'est jamais très agréable, hein. Ce qu'il faut remettre à l'esprit des copropriétaires, c'est que c'est pour un temps défini. Ils ne vont pas l'avoir tout le temps déjà. Et puis, s'inquiéter surtout de la luminosité. Est-ce qu'on perd la luminosité quand il y a des filets? Je leur ai rappelé que, les filets, c'était des équipements de sécurité. Quand il y a des filets devant les échafaudages, c'est pour protéger, les personnes qui passent en bas et 2, les ouvriers qui travaillent. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on a un contrôleur SPS, donc sécurité, qui est là quasiment toutes les semaines. Parce qu'il faut savoir qu'on a des réunions de chantier toutes les semaines, tous les mercredis matins. Donc, dès qu'il y a un questionnement ou une remarque à faire ou une décision à prendre, on l'évoque tous les mercredis matins. Et si après, il y a des urgences entre-temps, on échange par mail, hein, surtout avec Monsieur Bilan, avec notre syndic qui est là aussi à toutes les réunions. Et les comptes rendus de chantier sont faits le jour même? Oui, voilà. Exactement. Avec en gros, les choses qui sont urgentes et des actions à mener de chacun. Après, sur le déroulé du chantier, Monsieur Bilan avait insisté quand on a choisi l'entreprise. Il a dit, moi, je sais quelle équipe demander pour que ça se passe bien. Et il a très bien fait parce que ça se passe très bien. Le personnel est très correct, toujours sympathique. Il ne laisse rien traîner. Il n'y a pas de souci. La petite précaution à avoir, surtout quand il y a des arrêts de chantier, notamment pendant les vacances. Moi, je fais surtout très attention à ce qu'ils enlèvent bien les échelles qui sont en bas pour éviter que des gens s'amusent à monter à l'échafaudage. Voilà, mais sinon, le chantier se passe très bien. On n'a pas eu de soucis.
On a eu un problème, mais parce que la personne qui a fait le nettoyage n'avait pas l'habitude, mais le nettoyage haute pression, en fait, quand on a des volets roulants, il faut éviter d'insister un peu trop. Et donc, on a un volet qui a grillé, mais qui a été réparé par le façadier. Bien, merci. Vous avez tout à l'heure souligné le fait qu'il y avait une réflexion qui avait été très longue dans la durée, que ce type de rénovation, ça nécessitait de longs temps de réflexion, de longs temps de concertation à l'échelle de la copropriété. Oui. On va dérouler la partie qui présente un peu plus en détail le parcours d'accompagnement Murmure. Alors, Murmure, finalement, c'est un dispositif qui est financé par la métropole et c'est un accompagnement qui est assuré par deux acteurs dont on fait partie, nous, l'ALEC, et puis il y a également Solia qui intervient dans un deuxième temps sur l'aspect ingénierie financière. Et en fin de compte, l'accompagnement qui est proposé dans le cadre de Murmure, il y a des étapes, il y a des jalons à respecter pour, entre guillemets, bien cadrer les choses, bien accompagner les copropriétaires dans la réflexion globale. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez donc l'ALEC qui est l'un des deux opérateurs du dispositif, et ensuite vous avez Solia qui intervient sur l'ingénierie financière. Vous, selon vous, Madame Cara, qu'est-ce qui a pu permettre à la copropriété d'engager des tels travaux? Alors, peut-être un petit peu l'accompagnement Murmure, et puis il y a d'autres éléments aussi, je pense, la sollicitation des copropriétaires, à des étapes clés, des réunions collectives qui sont proposées. Ah oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription dans le programme Murmure 2 a été faite en 2015 et qu'on a voté les travaux en 2018, en décembre 2018. Et les travaux ont réellement commencé en octobre 2019, le temps que chacun fasse ses démarches financières, soit auprès de son banquier, soit sur un prêt copro collectif. Et donc, ce laps de temps-là, il peut paraître long, hein, entre 2015 et décembre 2018, mais en fait, ça passe très vite, tout simplement parce qu'entre tous ces laps de temps-là, on fait des réunions d'information. Alors déjà, il y a une première réunion d'information en disant, voilà, la copropriété s'inscrit dans le cadre de Murmure 2, comment ça va se passer, quelles sont les dispositions prises dans le cadre de ce plan de rénovation. Et puis après, on explique aux gens que tout au long du programme, jusqu'au moment de voter les travaux, ils ont toujours le choix de refuser. Ça, il faut toujours leur laisser la possibilité de refuser et pas qu'ils se sentent coincés. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se dire, oui, mais de toute façon, si on ne vote pas les travaux, ça ne sert à rien de faire les dépenses avant. Oui, mais avant de savoir si ça vaut le coup ou pas, il faut faire ces démarches et il faut faire ces études. Et de toute façon, même si on ne vote pas les travaux après, toutes ces phases d'études de maîtrise, de mesures, de plans, de cahier des charges, ça peut servir ensuite, si on veut faire, pas dans un laps de temps moyen, réutiliser les études qui ont été faites. Et toutes ces étapes-là, en fait, lorsqu'elles sont présentées notamment en réunion, en atelier, c'est très bien qu'il y ait un interlocuteur qui soit extérieur à la copropriété qui intervienne. Tout simplement parce que ça ne met pas le doute auprès des copropriétaires sur le fait qu'on ait un intérêt personnel à faire voter ces travaux ou à engager ces études-là. Et ça, c'est très important d'avoir quelqu'un un peu d'objectif et d'extérieur pour essayer on va dire, dépassionner le débat. Parce que dès qu'on touche à son logement, il y a un investissement financier personnel, tout de suite, ça monte très, très vite dans les tours. Ça peut, voilà, il faut s'y attendre, hein. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est le pendant de la vie en copropriété. On est propriétaires ensemble et on entretient ensemble. Et justement, ces temps de réunion collective, là, avec le stylet, sont alors animés pour ce qui est de l'information avant de missionner un maître d'œuvre, comme ça a été le cas pour vous avec M. Bilan. Cette réunion collective, elle intervient en amont de façon à apporter une information éclairée à tous les copropriétaires. Et puis, il y a aussi une autre réunion collective, donc là, qui est organisée par Solia cette fois-ci, de façon à apporter une information aux copropriétaires. Une fois que le maître d'œuvre, en l'occurrence M. Bilan, a travaillé sur son étude,
a défini des coûts de travaux, il a consulté les entreprises. Donc là, on est sur toute la partie validation du programme de travaux. Ensuite, il y a Solia qui intervient pour proposer des simulations financières en fonction de la situation du ménage, en fonction de ses ressources, en fonction de la taille de son logement et des tantièmes qu'il représente, de façon à ce que chaque copropriétaire se présente en assemblée générale au moment de voter les travaux en connaissance de cause, en sachant ce que ça va lui coûter de voter tel ou tel travaux. Je voulais insister aussi sur le fait qu'il faut qu'il y ait des membres de la copropriété ou du conseil syndical qui soient motivés. Alors, c'est normal, c'est la vie de la copropriété. Il y a des copropriétaires qui arrivent, d'autres qui repartent. C'est la vie normale. Hein. Par contre, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui aient envie de partir du début et d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que d'avoir un suivi, ça permet de répondre aux questions très rapidement et ne pas de revenir en arrière pour dire mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça et pour quelles raisons on ne l'a pas fait autrement. Ça, c'est important. Essayez de bien s'entendre au sein du conseil syndical ou de la commission de travaux en fonction de ce que vous choisissez de faire. Nous, on avait tellement peu de personnes qui se proposaient pour être déjà dans le conseil syndical que dans une commission de travaux, il faut aussi un petit peu de disponibilité. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, il faut bien s'entendre avec son syndic. Si vous envisagez des travaux et que vous n'entendez pas du tout avec votre syndic, changez d'abord de syndic. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Toutes les informations de tantième, d'échange avec Solia, avec la commission qui permet de statuer si on est éligible à tel ou tel bouquet, ça, c'est hyper important et vous ne pourrez pas le faire. Ça, c'est le syndic qui gère la copropriété, qui a le tableau de tous les tantièmes. Alors, à moins que vous paluchiez tout le règlement de copropriété et que vous fassiez un tableau et que vous transmettiez les informations, ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, vous, Madame Carras, si on devait focaliser sur le parcours, est-ce que vous diriez que cet accompagnement murmure, il vous a aidé? Et si oui, en quoi, finalement? Il nous a aidé, à jalonner des étapes et à sécuriser, on va dire, le parcours. C'est-à-dire que tout au long de l'accompagnement murmure, l'ALEC aussi propose des formations. La formation Rénoco Pro, et puis après, on peut accéder à d'autres informations un petit peu plus poussées. Donc, on peut avoir des éléments techniques et cet accompagnement, il est nécessaire. Pour pouvoir dialoguer avec les entreprises, avec votre maître d'œuvre, et puis pour rassurer les autres copropriétaires. Et je pense que c'est tout cet accompagnement qui a permis de faire voter les travaux. Sans ça, je ne suis pas sûre qu'on atteigne les 61% comme on l'a fait. Et il y a également la notion de bouquet de travaux aussi dans cet accompagnement murmure. Globalement, aujourd'hui, Murmure propose 3 bouquets de travaux. Donc, on n'a pas trop insisté dessus pour l'instant, mais on va y venir. En fonction du bouquet de travaux que vous retenez, vous avez des aides financières qui varient. Et ça permet aussi un petit peu, vous, en tant que conseiller syndical, de cadrer un petit peu vos attentes, vos besoins, de savoir ce que vous ciblez. J'imagine que ça a joué aussi dans la décision, les 3 bouquets de travaux, les échanges avec tous les copropriétaires. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le fait qu'on ait demandé à M. Bilan de faire un cahier des charges à tiroir, on leur a dit qu'on pouvait étudier toutes les possibilités financières et qu'on verrait en fonction du gain possible des travaux et de l'investissement à y mettre en face. Donc ça, c'était important d'avoir plusieurs choix possibles et de ne pas tout de suite fermer et focaliser sur un des bouquets de travaux. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, qui s'adapte à la vie de la copropriété. Si par exemple, on avait déjà fait la toiture, on aurait hésité à faire une rénovation, sauf si on pouvait accéder à un bouquet de travaux avec une dérogation. Si on avait déjà fait la toiture avec de l'isolation, dans ces cas-là, ça pourrait poser question. Et justement, ces bouquets de travaux, ils doivent respecter, comme je le signalais tout à l'heure, ce qu'on appelle un référentiel technique.
qui définit les bonnes pratiques, les bonnes façons de mettre en œuvre l'isolant, les épaisseurs suffisamment importantes pour considérer que les travaux sont performants d'un point de vue rénovation énergétique. Ça vous a aidé aussi l'accompagnement l'accompagnement mur-mur à monter en compétences et, comme vous l'avez dit, à pouvoir échanger avec les artisans sur ces questions-là? Oui, oui, tout à fait. Quand on parle de ventilation, quand on est novice, on ne sait pas trop de quoi on parle, hein. Quand on parle de double flux, d'hygrobé, de ventilation par chinte, tous ces flux-là, on ne maîtrise pas, quoi. Si on n'est pas du métier, c'est un peu compliqué. C'est pareil pour la façade, hein. On échange beaucoup avec M. Bilan, hein. Quand on a des questions, il nous explique techniquement quel est le mieux à faire en fonction de la configuration de notre bâtiment. Mais effectivement, d'avoir, on va dire, un mode de conduite qui est un peu décrypté par la LEC pour savoir, est-ce qu'on insiste pour faire des réunions de chantier toutes les semaines ou pas, et comment est-ce que ça peut se passer avec les entreprises, à quoi il faut faire attention, il faut qu'elles soient RGE, il faut qu'elles aient un petit peu des références et tout ça. Donc, c'est aussi important que de se référer à ce référentiel technique qui dit, non, attention, sur le cahier des charges, il faut vraiment que ces technicités-là soient respectées. Et donc, du coup, on l'a évoqué, la question des aides financières. Une fois qu'on a bien identifié un programme de travaux sur lequel on souhaite étudier des coûts, approfondir les choses, il y a également la question de l'accompagnement financier. Donc, c'est ce qu'on entend par le montage des dossiers financiers. Donc, là, on arrive sur la deuxième partie de l'accompagnement mur-mur qui consiste plus à faire de l'ingénierie financière avec Solia, là, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Donc, notre interlocuteur, on a eu 2 interlocuteurs privilégiés chez Solia. Un interlocuteur qui était Madame Alerne, qui s'occupait de toute la partie collective et des propriétaires bailleurs, et une autre personne dont j'ai mangé le nom, je suis désolée, qui s'occupait des propriétaires occupants et notamment des dossiers d'aide individuels. Ça, c'est un volet qui est très important. C'est-à-dire que cette phase de rendez-vous avec Solia intervient entre la restitution de la consultation des entreprises avec les simulations financières et le vote des travaux. C'est-à-dire que le jour où les gens votent les travaux, ils sont au courant exactement à quel montant d'aide ils sont éligibles et quel reste à charge ils auront. Donc, justement, c'est cette deuxième partie, la subvention aux travaux. Donc, c'est ce qu'on entend par il y a une aide collective à la copropriété pour tous, qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Cette aide, elle est accordée par Grenoble Métropole. Et puis ensuite, il y a une aide individuelle qui, elle, est sous condition de ressources et sous condition également du statut. Elle est accordée uniquement aux propriétaires occupants. L'enjeu du dispositif Murmure aussi, c'est que les personnes qui sont les plus fragiles, qui ont le moins de capacité financière, puissent être accompagnées à ce montage de dossiers financiers individuels. Et ça, c'est justement le travail de Solia. Alors, à l'occasion de la réunion collective, je crois qu'ils vous ont présenté des tableaux de simulation de ce type-là. Je vous laisserai le commenter. Je précise juste, ce sont des ordres de grandeur. Aujourd'hui, en 2021, il y a eu beaucoup de modifications dans l'aspect des aides financières. Donc, tout n'est pas encore complètement articulé entre les dispositifs nationaux et les dispositifs métropolitains. Donc, ça peut être amené à changer, mais voilà, en tout cas, ça vous a permis, vous, de prendre des décisions éclairées, les simulations financières. Oui, tout à fait. Sachant que sur la copropriété, on a une typologie très variée de logements, c'est-à-dire qu'on va du T1 jusqu'au T5 en fonction des montées, hein. La montée centrale, c'est des T1 et des T2, et les 3 autres montées qui sont dans les branches, c'est des T4 et des T5. Donc, en fonction de la typologie du logement, vous avez forcément des quotes-parts qui sont plus ou moins importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a fait la restitution financière avec l'aide de Solia, on a présenté les 3 bouquets de travaux avec l'aide de M. Bilan qui a chiffré les travaux justement grâce à son cahier des charges à tiroir. Ça nous a permis de constater que si on choisissait
un bouquet exemplaire, donc avec ventilation, ça nous revenait, ça nous revenait au même montant que si on avait choisi un bouquet complet avec ventilation. Et pourquoi ça revient à la même chose? Tout simplement parce qu'on a des aides supplémentaires. Et le conseil syndical, du coup, en assemblée générale, a choisi de proposer uniquement au vote le bouquet exemplaire pour cette raison-là, et parce que cette raison avait été expliquée en atelier de restitution avant, mais c'est surtout aussi pour obliger les copropriétaires qui louaient leur appartement et qui ne faisaient pas forcément les travaux pour les locataires à changer leurs fenêtres. On avait des problèmes de personnes qui se plaignaient de ne pas être chauffées correctement, alors que ceux qui avaient leurs fenêtres changées étaient chauffés relativement correctement, hein, du fait que le bâtiment n'était pas isolé, tout est relatif, mais ils avaient plus de sensations de froid que les autres. Et c'était très souvent des personnes qui étaient locataires et dont les propriétaires ne voulaient pas ou n'avaient pas à l'esprit de changer les fenêtres. Ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on est propriétaire bailleur, tous les travaux peuvent être déductibles fiscalement des loyers coûts déclarés. Donc, c'est un petit peu paradoxal, mais il faut-il encore pouvoir sortir l'argent pour faire cet investissement-là. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé uniquement l'exemplaire en vote de travaux à l'Assemblée générale exceptionnelle. D'ailleurs, je précise que c'est exceptionnel parce qu'à chaque vote important, on a fait des AG exceptionnels. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir qu'un seul sujet important à traiter et ça permet de clarifier les débats. Parce que si en même temps que vous votez le budget, que vous votez l'approbation des comptes, que vous votez le renouvellement du syndic, vous avez ces travaux-là à voter aussi, vous en avez jusqu'à 2 heures du matin. Donc, ce n'est pas possible, quoi. Il faut rationaliser et avoir un discours clair, donc de séparer les assemblées générales. C'est un moindre investissement pour que tout le monde puisse s'exprimer et que les choses soient posées. Et donc là, juste pour préciser quand même, les codes-parts sont des codes-parts moyennes, mais à l'occasion des simulations présentées par Solia, les codes-parts varient en fonction de la typologie de logement. Donc là, c'est juste pour synthétiser, on nous a mis ce tableau pour synthétiser globalement le travail de Solia, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de trop développer, parce que chaque cas est différent et chaque logement est différent et chaque situation financière de ménage est différente. Mais voilà, c'est surtout pour mettre en évidence que l'accompagnement, vous l'avez dit, plutôt que de prendre une complète qui est un peu moins ambitieuse mais qui pourrait coûter plus cher, vous avez préféré opter pour une exemplaire qui est plus ambitieuse, mais au vu des aides financières à mobiliser en face, représentait un reste à charge moins important. C'était ça, en fin de compte, la conclusion. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et donc là, le tableau, on ne pourrait pas reprendre tous les slides de restitution des codes-parts et de préparation vote des travaux, mais parce qu'il y avait une douzaine de slides, rien que de tableaux comme ça en fonction des cas de figure et des typologies d'appartements, donc c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà changé vos fenêtres, ce qui était mon cas, et moi j'ai un appartement qui est la plus grande taille, ma quote-part avec les aides se monte au maximum à 20 000 €. Alors après, moi j'ai fait le choix de changer mes volets, mais c'était pas obligatoire. Eh bien, merci. Est-ce qu'on a des questions maintenant qu'on a développé un peu le parcours d'accompagnement mur-mur, Cyrielle? Oui, on a plusieurs questions. Alors, une première concernant les conditions du dispositif Murmure 2. Si on s'engage maintenant dans le dispositif, est-ce que les conditions seront les mêmes dans 1 an, 2 ans ou 3 ans? Est-ce que Murmure existera toujours en 2024? Je te laisse répondre. Ouais, alors il y a eu la volonté de la part de la métropole de pérenniser le dispositif Murmure. Effectivement, on est sur la 2e campagne en ce moment. On est sur la fin de la 2e campagne d'isolation Murmure qui allait de 2016 à 2020, qui a été rallongée jusqu'à fin 2021. Et au terme de fin 2021, les élus ont la volonté de pérenniser le dispositif. Donc aujourd'hui, ça a été je veux pas dire de bêtises. Je crois que ça va être délibéré. Je suis pas sûr que ça le soit déjà, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux.
Et en ce qui concerne les aides financières, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la métropole a bien conscience que les dispositifs nationaux remettent en question le fonctionnement du dispositif, ou en tout cas qu'il va y avoir besoin d'avoir des améliorations. Et c'est en ce sens-là que globalement la métropole est en train de réfléchir en ce moment. Moi, j'aurais envie de dire aujourd'hui, une copropriété qui s'inscrit, comme on l'a vu à travers du cadre des Alpins 4, une copropriété qui s'inscrit aujourd'hui, effectivement, elle sera amenée à voter des travaux au courant, dans le meilleur des cas, début 2022. Il n'empêche qu'en 2022, le dispositif sera pérennisé. Ce qu'il faut savoir pour le retour d'expérience, c'est qu'à partir du moment où le conseil syndical a décidé d'inscrire la copropriété dans le programme Murmure, on a informé tout de suite la copropriété à l'assemblée générale suivante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que les gens aient à l'esprit dans leur projet à moyen terme que potentiellement, on parle d'une potentialité mais qui peut être probable, potentiellement, il peut y avoir des gros travaux de ravalement de façade à faire, ce qui va leur permettre d'essayer d'un peu anticiper les choses. Parlez-en le plus tôt possible, expliquez les étapes pour dire qu'il y a du temps, on va passer par plusieurs étapes, mais c'est important de communiquer très tôt. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a vu au travers de tout le fil du parcours d'accompagnement proposé. Je pense que vous, aux Alpins 4, au tout début de l'accompagnement, vous n'étiez pas du tout en mesure d'avoir un message clair sur les aides financières, dans la mesure où d'année en année, les dispositifs changent, évoluent, augmentent à la hausse ou à la baisse. Mais en tout cas, voilà, on était au début de la réflexion, quoi. C'est ça, exactement. On avait juste le retour d'expérience qui avait été fait de Murmure 1, mais dont les aides avaient changé, évolué. Donc, c'est pour ça que se préparer à avoir un montant de ravalement de façade plutôt conséquent était plutôt salvateur, parce que du coup, les gens ont pu psychologiquement, se préparer et puis éventuellement anticiper le fait soit de rester dans l'appartement, soit de le revendre, soit de ne pas faire tel ou tel investissement qui pourrait empêcher le vote des travaux en fonction de leurs souhaits. Juste, Julie Alerme, si je peux juste intervenir une petite minute pour compléter. Par rapport aux questions sur le Murmure, effectivement, ça a été validé par la métro déjà il y a un petit moment, le fait que l'accompagnement des copropriétés dans le cadre de Murmure va perdurer. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci jusqu'à 2030. Pour la question des aides, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, les aides évoluent régulièrement. On l'a vu aujourd'hui, il y a le lancement de nouveaux dispositifs. Donc, le dispositif Murmure va s'adapter à ces nouvelles aides. L'intérêt, par contre, qu'il faut avoir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous rentrez dans un accompagnement, vous aurez les informations nécessaires au moment du vote. C'est-à-dire qu'on adaptera les moyens financiers en fonction des aides. Merci, Julie. Merci, Julie. Tu veux peut-être finir ta phrase? Les enfants derrière, c'est un peu compliqué. Donc, je disais qu'effectivement, on décrira les moyens financiers qui seront en vigueur au moment où on fait voter les travaux. Donc, les copropriétaires auront bien les bonnes informations sur le montant de leurs aides et au moment où ils vont voter. Ouais, c'est ça. Au vu de la temporalité d'un projet en copropriété, ça prend un petit peu de temps. Donc, les informations n'arrivent pas tout au début, mais au moment où les travaux doivent être votés, il y aura bien évidemment une information qui sera claire et transparente. Exactement. Je vois une question sur combien avez-vous de bailleurs? Alors, aux Alpins 4, à peu près, je veux dire, à la grosse souche, on doit avoir 30% de bailleurs. Un petit peu plus, c'est ce que j'ai vérifié. On est presque à 50% au moment où ça a voté. Oui, au moment de vote. Ouais. Alors, il y avait deux autres questions à destination de Madame Cara. Comment avez-vous formulé votre demande de cahier des charges à tiroir auprès du maître d'œuvre? Et est-ce que vous auriez un exemple de cahier des charges accessible et disponible pour les autres copropriétés? Et la deuxième question, c'était quelle différence y a-t-il entre le conseil syndical et la commission de travaux? Alors, comment est-ce qu'on a demandé à M. Bilan de faire un cahier des charges à tiroir? Je suis allée le voir, j'ai dit « Bonjour M. Bilan, on veut un cahier des charges à tiroir. »
En fait, en général, les maîtres d'œuvre, ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Si vous leur expliquez que vous voulez un cahier des charges qui, au final, permet de chiffrer indifféremment tous les bouquets de travaux, y compris un ravalement simple, pour que les gens puissent faire le comparatif, ils savent très bien à quoi ça correspond. Monsieur Bilan, vous confirmez? Oui, voilà. Puis nous, on a l'habitude de le faire de toute façon. Pour toutes les copros, que ce soit murmure, pas murmure, on fait ce système de dossier, puisqu'on s'est aperçu que c'est la demande des conseillers syndicaux. Ils veulent savoir, c'est le moment de passer en revue tout ce qui peut être fait sur le bâtiment. Voilà, et de savoir ce que ça coûte. Et après, les gens décident. Donc, il faut qu'on réponde à leurs demandes et c'est un système qui marche très bien. Voilà. Et pour répondre à la question de quelle est la différence entre une commission de travaux et un conseil syndical, le conseil syndical, il est élu lors de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des copropriétaires qui se proposent pour représenter leur montée. Et en général, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et après, la commission de travaux, ce ne sont pas forcément des personnes élues. C'est-à-dire que des copropriétaires qui ne souhaitent pas être conseil syndical, c'est-à-dire traiter les affaires courantes, peuvent être intéressés pour suivre les réunions de chantier. Peut-être que c'est leur partie technique, peut-être qu'ils ont leur propre expérience à apporter. Et c'est là un petit peu la différence. Alors, il y avait encore quelques questions. Madame Cara, avez-vous fait une étude énergétique avant de vous faire accompagner par la LEC ou vous êtes partie de rien? Et une autre question, quel est le pourcentage des votes favorables en AG exceptionnel? Et enfin, une question concernant le retour sur investissement de tels travaux. Alors, Madame Cara, je vous laisse peut-être répondre aux deux premières questions. Alors, l'étude thermique, oui, on est obligé de la faire, hein, de toute façon, dans le programme. C'est-à-dire qu'on fait un état des lieux de la copropriété avant. C'est-à-dire la consommation, hein, les différentes consommations en chauffage, éventuellement consommation en production d'eau chaude. Et ça vous permet déjà de savoir où est-ce que vous vous situez en termes de déperdition de chaleur, c'est-à-dire que les matériaux qui sont utilisés en façade, par où ça peut partir, les calories s'enfuient vers l'extérieur quand c'est très mal isolé. Et puis, il y a toute la phase étude, je dirais, du maître d'œuvre. Elle est là aussi pour faire cet état des lieux, mais un peu plus technique. C'est-à-dire qu'en fonction de votre bâtiment, il y a des choses qui seront envisageables à un coût, on va dire, raisonnable par rapport à un investissement financier. Et après, tout ne va pas s'appliquer à toutes les copropriétés. C'est pour ça que transmettre un cahier des charges à tiroir, ça paraît un petit peu compliqué, sachant que c'est quelque chose qui est fait sur mesure. Et je ne me rappelle plus de la deuxième question, Cyrielle. Je pense que c'était une question un peu plus générale sur le pourcentage des votes favorables, mais à mon avis, c'est de manière générale, je pense, sur les copropriétés. Donc là, je peux peut-être répondre. Je t'en prie, Julie. Du coup, là, pour l'instant, le contexte de l'année 2020 a été très compliqué. Donc, on aurait dû avoir beaucoup de votes qui n'ont pas eu lieu. Pour l'instant, on est sur des copropriétés qui arrivent en vote de travaux. C'est-à-dire qu'elles ont voté un maître d'œuvre. Il y a déjà un premier palier. Il y a déjà des copropriétés qui ne votent pas de maître d'œuvre. Mais pour celles qui ont voté un maître d'œuvre et qu'on a accompagné, on est à peu près à 70% des copropriétés qui votent les travaux. Pour info, sur Murmure 1, au total, c'est-à-dire si on note toutes les copropriétés qui sont inscrites et toutes celles qui sont allées jusqu'aux travaux, donc qui ont voté un maître d'œuvre et voté des travaux, on était plutôt aux alentours de 50%, un petit peu moins. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cyrielle? Oui, il y avait une question concernant le temps de retour sur investissement. Madame Cara, vous voulez répondre? Moi, je ne l'ai pas encore. Voilà. si ce n'est le ressenti à vivre dans l'appartement. Donc là, le retour, il est immédiat. Et puis, je pense que quand le bâtiment sera complètement terminé, on va baisser la courbe de chauffe en sous-station de chauffage collectif. Donc là, on va ressentir forcément une baisse sur les factures. Donc là, le retour sur l'investissement, il peut être immédiat.
ce qui a été le cas sur la précédente copro où on avait, dès la première année, quand on avait baissé les courbes de chauffe, on a eu 38% d'économie sur le chauffage. Donc, on nous a rendu beaucoup d'argent par rapport au premier budget qu'on avait voté. Oui, et puis si on peut compléter sur la question du retour sur investissement, en théorie, le type de document qui va permettre d'avoir ce type d'information, c'est ce qu'on appelle un audit énergétique. Vous pouvez le faire, en général, on le fait en amont de nommer un maître d'œuvre ou en amont de définir un programme de travaux, de façon à se faire une idée de la pertinence de développer un programme de travaux plutôt qu'un autre. Dans l'audit énergétique, vous aurez la notion de retour sur investissement qui sera abordée, qui a une marge d'erreur, bien évidemment, mais en tout cas, c'est le document le plus fiable que vous pouvez trouver en tant que copropriétaire. Et puis après, pour ce qui est de l'aspect études en amont, alors on l'a vu dans le parcours, le dispositif Murmure, par le biais de nous à l'ALEC, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une étude personnalisée qui pose les choses sur l'état initial de la copropriété d'un point de vue performance énergétique. Où est-ce qu'on en est au niveau des murs? Est-ce qu'on est isolé? Bien, pas du tout, et ainsi de suite. Et dans le cas d'une copropriété en chauffage collectif, il peut y avoir aussi de l'analyse de consommation sur plusieurs années en fonction des factures qu'on a pour le faire. Voilà. Donc, le retour sur investissement, c'est plutôt un audit énergétique qui pourrait le faire et c'est toujours un petit peu délicat, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On n'a pas terminé. Il y a encore quelques questions qu'on aimerait vous soumettre, Madame Cara. Est-ce qu'on poursuit ou il y a des questions encore ou... Il y a des questions là sur le montant du chauffage. Alors, moi, j'ai un T5 et à l'année, actuellement, j'ai 1000 € de chauffage. Et ça, c'est avant d'avoir la régule ou après? Avant travaux, hein, ouais. Et aujourd'hui, dans la mesure où les travaux sont en cours, on n'a pas encore l'information de ce que vous payerez par la suite. Ouais. Non, parce qu'on n'a pas baissé la courbe de chauffe sur les Alpins 4. On ne sait pas comment est-ce qu'on va jauger la baisse. Et puis, on ne peut pas baisser en plein hiver, sachant qu'il y a des appartements qui ne sont pas isolés. En revanche, si on devait prendre ce qu'on a pour habitude, nous, de suivre dans les copropriétés en chauffage collectif, comme on l'a vu par le biais du graphe tout à l'heure, on a en moyenne, sur les copropriétés en chauffage collectif que l'on suit, 41% d'économie d'énergie en suivant un bouquet qu'on appelle la complète. C'est-à-dire, c'est le bouquet que vous avez vu intermédiaire entre le premier et le top du top. Donc, on les appelle l'exemplaire, le top du top, la complète, l'intermédiaire et la progressive, la moins efficace, si je puis dire. Voilà. Donc, sur toutes les complètes, on a 41% d'économie d'énergie sur du chauffage collectif que l'on avait l'habitude de suivre. Il y a une question un peu légale, j'ai envie de dire, sur le fait qu'il y a il y a des personnes qui sont pas motivées à faire voter des travaux. Je crois que c'était pas rentable, c'est ça, Monsieur Jean-Marc. Après, j'ai envie de dire, si nous aussi on a des personnes âgées dans la copropriété, là où on a un petit peu mis l'accent pour ces personnes-là, c'est sûr qu'elles ne vont pas en profiter 10, 20 ans, peut-être 10 ans, 20 ans, probablement pas. Hein. Par contre, c'est en valorisation de patrimoine. C'est-à-dire que ce qu'elles vont investir là, ça va aller à leurs descendants, à leurs héritiers. Et ça, c'est laisser quelque chose qui est viable à ses enfants, à ses petits-enfants, pour éviter qu'eux aient à faire face à des choses qui soient onéreuses et qu'ils aient, eux, moins d'aide, puisqu'en général, les personnes âgées, elles n'ont pas des grosses retraites, donc elles ont eu quand même pas mal d'aides individuelles. Madame Alerme, si vous me confirmez ça, c'était plutôt très avantageux pour les personnes modestes. Hein. Tout à fait. En fait, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il incite beaucoup. Il y a beaucoup d'aides financières, effectivement, pour les personnes les plus fragiles. Le but étant qu'on est en copropriété, que c'est des décisions collectives et que l'objectif n'est pas de mettre en difficulté des ménages qui n'auraient pas les moyens financiers. Donc, il y a effectivement des aides importantes pour ces ménages-là.
Il y a aussi, on a parlé beaucoup des financements, mais on accompagne également beaucoup dans les solutions de prêts pour réussir à financer son reste à charge, hein, parce qu'il y a effectivement des subventions, mais il faut aussi payer ce qui reste. Donc, on accompagne également dans le montage des dossiers de prêt. J'ai la parole, je me permets juste de réagir là, M. Delati, concernant sa remarque. Alors, ça n'a peut-être pas été expliqué par Solia, peut-être par ma collègue, mais aujourd'hui, on est dans une situation où les aides, depuis 2-3 mois, on nous annonce des gros changements dans les subventions. Ça sort là très récemment. Donc, en fait, on ne peut pas vous faire un retour sur les financements puisque ceux-ci vont fortement évoluer. Donc, aujourd'hui, entre la période de Covid et les nouvelles aides qui arrivent, on a mis toutes les copropriétés en stand-by. Donc, vous n'êtes pas la seule. Toutes les copropriétés sont en attente depuis un petit moment de retour de notre part, puisqu'on n'a pas les nouveaux dispositifs de financement et qu'on veut pouvoir vous donner les informations les plus justes et les plus réelles possibles. Donc, on ne pourra revenir vers les copropriétés qu'en début d'année. Hein. Le contexte est un peu particulier, on s'en excuse, mais voilà, il y a des gros changements annoncés. Donc, on attend d'avoir tous les éléments pour pouvoir revenir vers les copropriétés et relancer la machine. Je voulais juste préciser quelque chose, M. Guillemin, par rapport justement au côté financier, et puis après, je vous laisserai la parole. Allez-y. Quand on a voté les travaux en décembre 2018, on avait beaucoup échangé avant avec notre syndic sur la façon d'appeler les fonds. Pourquoi ? Parce que de retour d'expérience, quand on fait des appels de fonds échelonnés, ça complexifie le déblocage des fonds et le suivi des personnes qui font des prêts. Concrètement, on a choisi de faire un déblocage des fonds unique en juillet 2019. Donc, ça a laissé le temps aux gens de monter leur dossier financier, de peaufiner les dossiers administratifs avec Solia pour récupérer les aides ou les faire verser directement au syndic, ce qui est plus préférable, mais et on a aussi laissé la possibilité, avec un engagement écrit des copropriétaires, d'échelonner leur quote-part sur la durée des travaux et pas au-delà. C'est-à-dire qu'on a monté un calendrier où les gens disent moi, ma quote-part, je veux la financer tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 2 mois à tel montant, et c'était validé avec le syndic pour que les gens ne soient pas embêtés s'ils ne voulaient pas faire de prêt. Donc ça permettait, d'avoir une grosse partie des fonds en début de travaux pour pouvoir amorcer l'achat du matériel, l'installation du chantier et tout ce qui va avec. Et ça permet aussi à ce que les gens ne soient pas embêtés avec ce qu'on appelle des intérêts intermédiaires. C'est-à-dire que quand vous ne débloquez pas les fonds d'un coup, vous avez quand même les intérêts qui vous sont redevables. Vous devez quand même les intérêts, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin les intérêts intermédiaires. Tant que tout le capital n'est pas débloqué, vous payez quand même des intérêts sans rembourser du capital. Donc, pour éviter cette différence et d'avoir des choses à peu près claires, on a choisi de faire un seul appel de fonds, et ça, on l'a expliqué, et on a accompagné les gens pour leur dire, attention, ça c'est principalement pour les gens qui font des prêts, ça permet de faire un seul déblocage, et ensuite, les gens qui veulent faire un échelonnement, ils font un engagement écrit, et ça permet aussi, quand on fait un prêt copropriété, un copro 100, de débloquer les fonds en une fois et pas en plusieurs fois, ce qui simplifie aussi les démarches administratives. Alors du coup, il y avait encore quelques questions. Murmure va-t-il évoluer vers les bâtiments après 1975 ? Je me permets de répondre. Mais c'est en cours de réflexion. Mais oui, c'est fort possible que ça évolue vers les bâtiments après 1975, notamment pour s'articuler avec le nouveau dispositif financier. Il y avait une question concernant l'Assemblée générale. Conseillez-vous une AG spéciale pour le premier vote sur le lancement des études par le maître d'œuvre ? Oui. Voilà. Concrètement, on a fait ça pour chaque vote qui concerne les travaux Murmure. Je réponds aussi à M. Esbrook, je ne vois pas la fin de son nom, mais voilà. En fait, quand vous consultez les maîtres d'œuvre, vous leur dites à l'avance que vous voulez un cahier des charges à tiroir et une étude à tiroir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait venir en début d'assemblée générale, tous les maîtres d'œuvre qu'on avait présélectionnés. Il y en a, ils étaient 3,
On leur a laissé 20 minutes chacun pour se présenter, la façon dont ils travaillaient, le retour, les comptes rendus. Nous, c'était important qu'on puisse communiquer très fréquemment par mail, sachant que moi, après les comptes rendus, je les mets sur une plateforme de copropriété où tout le monde y a accès, qui est une plateforme dont on avait été un peu les précurseurs, parce qu'on a participé un petit peu à l'évolution de cette plateforme-là. C'est les États-Unis. Ça permet de communiquer sur la copropriété et de diffuser une information très rapidement. Est-ce que j'ai répondu, Monsieur Esbrook, à votre question? Moi, je ne vois pas le chat, mais je D'accord, suppose que ça oui. marche. Oui, c'est bon. Je suppose que oui. Donc, ça répond finalement pas mal à la question que j'avais envie de vous poser, justement, de la première idée jusqu'à la fin du chantier. Comment le conseil syndical s'est impliqué? Avez-vous dû être très présent et à quel moment particulièrement? Donc, vous avez déjà donné pas mal d'éléments de réponse là-dessus, mais je vous laisse peut-être développer encore un petit peu, si vous avez Oui. d'autres choses à dire. À partir du moment où vous vous engagez à faire une étude, il faut avoir un peu de temps pour s'impliquer. Ça, c'est indéniable. Ça vous prendra du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir pu demander à mon employeur une modulation de mes horaires pour coller avec les réunions de chantier, pour que je puisse être présente à toutes les réunions de chantier. Donc ça, tout le monde ne le peut pas, malheureusement. Mais il faut savoir que s'il y a un conseil syndical et que vous pouvez vous organiser pour avoir un roulement là-dessus, c'est important. Qu'il y ait des gens qui puissent apporter des réponses. Notamment, je reviens par exemple sur le traitement des volets. Il y a des personnes qui ont des volets roulants et d'autres qui ont des persiennes qui seront à traiter en lasure. Et effectivement, on ne va pas faire payer un traitement à lasure à ceux qui ne l'auront pas eu besoin de le faire. Donc en fait, il a fallu sur les plans de façade qu'on repère les numéros de lot pour qu'on puisse après, sur chaque fenêtre, les ouvriers, ils marquent ça, j'ai traité en lasure par en lasure. Et du coup, ça facilitera le décompte final des travaux. Et donc, depuis la phase étude à l'échange avec le syndic, avec le maître d'œuvre, ça s'échelonne en plusieurs réunions et en échange. C'est sûr qu'il faut de la disponibilité. Et justement, dans le sens de cette disponibilité-là, je crois savoir que vous avez suivi au moins 2 formations Au en moins. lien avec la rénovation de copropriété. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces formations appelées Réno Copro? Alors, ça, c'est très bien. Moi, j'ai apprécié, tout simplement parce qu'on est plusieurs copropriétés. C'est mené sous forme de petits ateliers. Donc, chacun amène un peu son expérience, sa réflexion. Parce que bien souvent, quand on commence ce genre de travaux en tant que copropriétaire, si ce n'est pas notre métier, on ne sait pas très bien où on va, de quoi on parle techniquement. Donc, c'est intéressant. Ça nous donne des éléments techniques, des éléments de coordination de travaux à notre échelle, puisqu'on est copropriétaire. Le maître d'œuvre, il fait le suivi de travaux. Sur toutes les questions techniques, c'est lui qui répond avec l'entreprise. Nous, on a un avis de copropriétaire, mais qui peut être important, qui peut apporter à la construction du projet. Donc ça, c'était très bien. Et puis après, il y a les ateliers comme ce soir où moi, j'ai participé avant que les travaux soient engagés à ces ateliers-là. Donc c'est là où est venue un petit peu ma réflexion de faire valider par la mairie 2 palettes de couleurs pour que les copropriétaires se sentent impliqués. Et puis après, tous les petits détails, quel aspect ça va avoir. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a besoin de partager et d'échanger. Alors, de visu, c'est plus pratique, je vous avoue. Quand on est en visio, c'est un peu moins évident. Mais c'est vrai que c'était intéressant et constructif. C'est surtout ça qui est important. Le côté constructif est primordial parce que quand vous rencontrez des copropriétaires sur votre ensemble immobilier qui ne sont pas d'accord du tout et qui vous le font très bien comprendre, il faut être capable de leur dire, mais nous, conseil syndical, nous ne faisons que proposer un projet. C'est l'ensemble des copropriétaires qui décidera, ce n'est pas nous qui allons décider dans notre coin. C'est pour ça que c'est voté. Et après, j'ai participé aussi à une formation, mais plus un MOOC, qui a été organisé par la LEC de Lyon, si je ne me trompe pas, qui est plutôt une formation qualifiante
d'un point de vue technique? Alors, c'est un MOOC qui est proposé par l'ASDER, D'accord. qui est en partenariat avec la LEC de Lyon. C'est-à-dire Voilà, que, c'est ça. disons que c'est deux structures qui font des missions similaires aux nôtres, mais sur des territoires différents. La LEC de Lyon, comme nous, c'est une ALEC, donc elle a pour but d'accompagner les porteurs de projets sur la rénovation énergétique. Et l'ASDER fait exactement le même travail, mais sur le territoire de la Savoie. Voilà. Et l'intérêt, c'était qu'il n'y a pas besoin de se déplacer parce que la formation était exclusivement en ligne. Donc ça, c'était intéressant aussi. Tout à fait. Madame Cara, il y avait une question de Madame Paillard. J'ai suivi Rénocopro, mais j'ai du mal à inciter les autres membres du CS à le faire. Quels conseils me donneriez-vous? Vous ne pouvez pas les obliger à le faire. À part leur en parler au fur et à mesure que vous suivez les sessions, il n'y a pas grand-chose à faire. Concrètement, il y avait un copropriétaire, un membre du conseil syndical qui s'était engagé dans la formation Rénocopro. Après coup, pour son travail, il a fallu qu'il parte, donc c'était un petit peu plus compliqué. Concrètement, je pense qu'il n'y a que moi au sein du conseil syndical qui avait suivi la formation. Si les gens ne veulent pas, vous ne pouvez pas les forcer. Il faut juste essayer de parler de ce que vous y faites et peut-être qu'eux, ils trouveront un intérêt. Je vois que ça, malheureusement. Et justement, vous l'avez effleuré, mais y a-t-il des moments vraiment difficiles pour vous et si oui, lesquels? Le moment le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est le moment où il a fallu voter les travaux, où là, il y avait beaucoup de monde en assemblée générale, hein, des gens qu'on ne voit pas habituellement aux AG. Forcément, ça engage des montants très conséquents. Et je crois que le pire moment, c'est quand on vous accuse d'avoir un intérêt personnel, mais financier personnel, à faire voter les travaux. Et c'est là où il faut être capable de répondre que non. Moi, en plus, j'ai aucune aide individuelle, donc j'avais encore moins intérêt à faire voter les travaux que certaines personnes qui avaient des aides individuelles. Mais c'est surtout que les gens ont beaucoup de mal à comprendre que vous travaillez pour l'intérêt collectif. Dans une conception, il y a des gens qui n'ont pas cette conception mentale, donc ils ont un peu du mal à comprendre ça, et donc il faut être capable de leur dire droit dans les yeux que vous n'avez aucun intérêt personnel à faire voter des travaux, et d'où l'intérêt aussi des interlocuteurs extérieurs à la copropriété qui amènent foi à un discours de bien fondé d'investissement dans des travaux d'économie d'énergie. Ça, c'est très compliqué à gérer. Sur le coup, je ne savais pas trop comment répondre. Et puis, au final, j'ai expliqué que je n'avais aucun intérêt à faire voter des travaux et que c'était dans l'intérêt collectif. Mais ça n'empêchera pas les gens de parler. C'est juste qu'après, il y a d'autres copropriétaires qui ont emboîté le pas en disant « mais le conseil syndical fait beaucoup pour la copropriété, vous ne pouvez pas dire ça ». Ça, c'était le moment le plus difficile. Et après, une fois que les gens ont compris et qu'ils ont compris que c'était la collectivité qui votait et pas le conseil syndical, à ce moment-là, ça s'est passé. Alors, on dépasse un petit peu au niveau de l'horaire. On vous prie de nous excuser. On a bientôt terminé. On est juste sur la fin là. On est vraiment l'animation de l'atelier touche à sa fin. Deux dernières questions. À 61%, les travaux ont été votés. Je réponds rapidement à la question qui arrive. Parfait. Moi, je vois pas les questions, donc parfait, très bien. Si vous aviez un conseil à donner aux copropriétaires qui se lancent dans un projet de rénovation énergétique, qu'est-ce que ce serait? Prenez le temps de discuter avec les gens. Ça, c'est essentiel. Si vous leur balancez des infos sans prendre le temps de les écouter, vous ne serez pas écouté non plus. Clairement, c'est ça. On va dire que c'est un peu la base des relations humaines, hein. Si vous parlez à quelqu'un et qu'il ne vous écoute pas, vous n'aurez pas envie de l'écouter non plus quand cette personne va venir vous voir. Donc, parler, expliquer, ça c'est important. Avoir une aide extérieure, hein, bien s'entendre avec son syndic, c'est aussi important. Et puis, il y a surtout, j'anticipe un peu votre question d'après, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Oui, je le referai parce que on a tous un rôle à jouer
dans la vie, sur notre implication, sur le fait qu'on s'investisse et pour la planète et pour nous, et on ne peut que décider de notre avenir. Voilà. Merci. Monsieur Bilon, vous avez un avis sur un conseil à donner aux copropriétaires qui souhaitent s'engager dans une rénovation énergétique? Alors, je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas d'appréhension par rapport à ça, et il faut qu'ils échangent vraiment beaucoup avec le technicien du bâtiment que peut être l'architecte, qui est là pour les guider. Hein, voilà. Notre mission, c'est d'expliquer pourquoi, comment, avec quels matériaux, et pourquoi ce sera mieux comme ça qu'autrement. Voilà. Et aussi quelqu'un qui pourra avoir des conseils sur le fait de ne pas faire peut-être des fois des travaux trop ambitieux qui ne seraient pas adaptés au bâtiment où habitent les personnes. Voilà, donc il faut bien que le maître d'œuvre il ait cette notion de bien coller au bâtiment qu'il a en face de lui. Voilà. Hein, de ne pas se contenter d'appliquer des règles. Donc, et la réunion Pardon? La fréquence de réunion de chantier, c'est toutes les semaines chez nous. Toutes les semaines, et voilà. Je dirais même plus, si ce n'est pas toutes les semaines, pour moi, ce n'est pas sérieux. Voilà. Toutes les semaines, on voit vraiment l'avancement, on voit tous les détails. Voilà. C'est sûr qu'on ne peut pas être sur le chantier tous les jours, hein, ce n'est pas possible. Mais toutes les semaines, c'est vraiment un minimum. Il faut bien connaître les intervenants, voilà. Il faut bien connaître les patrons des entreprises, il faut bien connaître leurs chefs de chantier, parce que le travail au pied du mur, on va dire, le plus important, c'est comme ça reste quand même le chef de chantier. Donc lui, il applique ce qu'on lui dit de faire, mais lui, il a le savoir-faire manuel, voilà. Donc l'architecte et lui, c'est vraiment le nœud du problème, voilà. S'ils s'entendent bien, s'ils se connaissent bien, s'ils savent se questionner et se répondre, ça marche très bien. Voilà. Donc, il faut bien une connaissance du réseau. Voilà. Il faut la connaissance du réseau qui va faire les travaux. Bien. Alors, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour bénéficier de l'accompagnement Murmure également, parce que pour rappel, nous, on est neutre, on est un tiers de confiance dans tout ça qui vous permet de monter en compétence tant sur l'aspect technique que sur l'aspect aide financière avec le partenariat également proposé par Solia. Vous pouvez bien évidemment prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit via notre site internet. Il y a un formulaire d'inscription pour demander à bénéficier de l'accompagnement. Et puis, on tenait également, puisqu'on va vous faire suivre la présentation, on tenait à vous faire à vous apporter de l'information, tant sur l'aspect général, réglementation et technique, que sur l'aspect financement et aide financière 2020. Encore une fois, en 2021, beaucoup de choses vont changer, donc là, c'est en train de s'articuler. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter. C'est simplement une newsletter où il y en a 2 par an, donc ce n'est pas quelque chose qui va vous polluer votre boîte mail, mais on traite des sujets à la fois techniques comme des sujets d'innovation, de veille technique, de réglementation. Voilà. On tient à remercier l'ensemble des intervenants, Madame Cara et Monsieur Bilan pour votre témoignage, ainsi que Julie Alerme, encore une fois, qui travaille à Solia, qui est responsable du pôle copropriété, ainsi que Madame Poinceau de la ville de Grenoble. Merci à toutes et à tous d'avoir participé activement par le biais des questions pour enrichir cette animation. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.